Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui, dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le symbole du trio alchimique. Le trio Ron, Harry, Hermione constitue le noyau central et solide de la saga. Ces trois personnalités semblent pourtant inséparables et forment une coalition pour lutter contre l'adversité. Mais si ce trio est si solidaire, c'est peut-être parce qu'il répond à l'un des fondements ésotériques les plus mystérieux de l'alchimie. Êtes-vous prêt à découvrir l'un des plus grands secrets que recèle l'alchimie philosophique? Eh bien, il s'agit du principe d'union des contraires. Ah bon? C'est pas la pierre philosophale le centre de l'alchimie? Eh bien, en fait, la pierre philosophale n'est que le produit, le résultat de ce principe. La pierre philosophale naît de l'union des contraires. D'accord. Je t'explique. L'alchimie arabe repose sur trois principes dynamiques. La pression d'un côté, la force expansive de l'autre et l'état neutre d'un solide. Il n'est pas très difficile de se représenter ces trois principes car ils rencontrent leur équivalent en physique moderne, mais sans vouloir trop m'aventurer dans ce domaine-là. Cependant, dans les traités alchimiques, ces trois principes dynamiques sont attribués à trois éléments chimiques, le mercure, le soufre et le sel. Donc, tu veux dire qu'il suffit de rassembler ces trois éléments pour fabriquer la pierre philosophale? Mais c'est un jeu d'enfant! Non, évidemment, il ne s'agit pas du mercure, du soufre et du sel que nous rencontrons dans le tableau périodique des éléments en chimie moderne. Ces trois éléments sont envisagés en alchimie sur le plan philosophique et symbolique. Ok. En gros, le mercure, le soufre et le sel des alchimistes servent à illustrer visuellement, par des concepts palpables, tangibles et intelligibles, des concepts hautement plus élevés et abstraits, qui touchent à la transformation intérieure de l'homme. En manipulant mentalement ces trois éléments, les alchimistes se transforment eux-mêmes, si tu préfères. Ils deviennent ainsi la matière première de leur processus alchimique. Ils sont la materia prima de leur propre transformation intérieure. Donc, en gros, l'alchimie, c'est un peu la psychologie avant l'heure. Hashtag Freud, hein. Oui, et même de la philosophie avant l'heure. L'une des figures de proue de la sagesse antique, Pythagore, qu'on mentionne le plus souvent dans nos cours de maths en secondaire, soit dit en passant. Vous vous rappelez les figures vues en cours? Hashtag théorème de Pythagore. Eh bien, il a été instruit de cet art subtil qu'est l'alchimie, mais alors appelé hermétisme, car les sciences fondamentales et sciences humaines n'étaient pas scindées à l'époque, et l'alchimie se situait au milieu de ces deux sciences. C'est une manière spirituelle d'expliquer les lois de la nature, du microcosme et du macrocosme. Mais concrètement, en quoi consiste l'union des contraires? Eh bien, le mercure et le soufre constituent les deux pôles contraires qui sont à la base de la création de la pierre philosophale. Et le troisième alors? Le sel? Le sel est un principe neutre. Il permet d'unir dans un corps solide les deux principes dynamiques que sont le mercure et le soufre, assurant ainsi la cohésion du tout. Pour l'alchimiste, le sel émane du fragile équilibre entre la force expansive du soufre d'un côté et la pression introspective du mercure de l'autre. D'accord. Transposé en psychologie, l'union des forces contraires dans un corps solide est un principe de vie. Pour l'alchimiste, le sel symbolise l'être conscient et équilibré. Et pour parvenir à cet état de pondération psychique, l'alchimiste qui est assimilé au sel doit établir un équilibre entre la force expansive du soufre, qui illustre son feu intérieur, sa force de caractère, son énergie, et la pression introspective du mercure, qui illustre la pression sociale, le raisonnement, le regard d'autrui, mais aussi au principe d'identité et d'identification au monde extérieur. Je pense que t'en as perdu plus d'un, Mouni. Bon, pour illustrer mes propos, je vais vous lire un extrait d'un traité d'alchimie que j'ai fraîchement emprunté à la réserve de Poudlard et qui parle de ce principe. Il s'agit du traité de symbolisme hermétique écrit
par Oswald Wirth. Il brûle en chaque individu une lumière universelle, un feu interne et vital, inhérente à toute cellule organique, une énergie expansive entretenue par ce que les alchimistes appellent leur soufre. Un second aspect de la lumière universelle prend en hermétisme le nom de mercure, car de même que ce métal tend à pénétrer jusqu'au centre des corps organiques, on admet que la lumière ambiante est centripède et universellement pénétrante. Mais comment parler de dedans et de dehors sans concevoir un contenant intermédiaire, une limite où les rayonnements opposés s'équilibrent et se condensent dans leur stabilisation? De cette conception naît le sel, troisième aspect de la lumière qui remplit l'univers. Soufre, mercure et sel sont les trois principes que les sages distinguent de toute nécessité en tout ce qui existe. Car on ne saurait rien imaginer qui n'eût sa substance propre, sa sphère limitative, le sel, soumise simultanément à des influences internes, le soufre, et externes, le mercure. Voilà, c'est pas compliqué quand même, non? Si? Ok. Ensemble et séparément, ces principes catalyseurs font progresser le travail de purification intérieure de l'alchimiste. Mais tu vas me dire, s'il te plaît, quel est le rapport entre tout ça et nos trois jeunes sorciers? Eh bien, tout simplement parce que ces trois principes s'articulent dans l'œuvre de J.K. Rowling à travers ces trois héros. Ok, d'accord. Donc, si je prends Hermione par exemple? Eh bien, nous constatons que cette fille est brillante, calme, raisonnée, et que son prénom est sensiblement proche de celui d'Hermès. Il s'agit à la fois d'une référence à Hermès Trismégiste, à l'origine de l'hermétisme, l'art de l'alchimie, et dont le nom provient du latin Trismegistus, le 3 fois très grand, mais aussi à Hermès, la divinité de l'Olympe, messagère des dieux dont l'équivalent latin est Mercure. Alors, Hermione Granger est associée à l'élément du mercure? Oui, et par ailleurs, si tu prends les initiales de Hermione Granger, HG, tu obtiens les lettres du symbole du mercure dans le tableau périodique des éléments. Non, je sais. Attends. Donc, si j'ai bien compris, Ron serait associé au soufre. Oui, tout à fait. Ron est quant à lui ce garçon spontané et impulsif, avec des cheveux roux. Il est sulfureux et passionné. Ensemble et séparément, Hermione et Ron sont ces deux éléments catalyseurs. Ils symbolisent l'union des contraires, le couple alchimique. C'est pour ça que Ron et Hermione finissent ensemble à la fin de la saga. Exactement. Ce couple improbable est justifié symboliquement par ce principe alchimique. Je me disais bien que Ron et Hermione n'avaient rien à faire ensemble. Ils sont complètement opposés. Ce n'est pas un couple très réaliste. Oui, d'ailleurs, l'auteur elle-même se sent obligée de justifier ce choix en avouant dans une interview que le couple Harry et Ron... que le couple Hermione et Harry était beaucoup plus réaliste. Mais elle indique que sa priorité était de tenir son plan initial. Elle ajoute que le couple de Hermione et Ron était formé pour des raisons extérieures à la littérature. Elle dit, et je cite, « C'est un choix que j'ai fait pour des raisons qui me sont personnelles, plutôt que par désir de crédibilité. » Et si ce plan initial n'était autre que ce schéma ésotérique, préservé secrètement par les alchimistes depuis des millénaires. D'ailleurs, n'a-t-elle pas affirmé qu'elle n'a jamais voulu être une sorcière, mais une alchimiste? C'est pour ça que le personnage de Nicolas Flamel est tellement important dans le premier opus. Tu crois que J.K. Rowling serait la descendante de cette tradition alchimique? Il faut avouer que si le couple de Ron et Hermione est peu probable, le trio dans son intégralité est parfaitement équilibré. Il est composé de deux pôles opposés, Hermione et Ron, et d'un élément neutre, Harry, qui symbolise le sel. Harry, un élément neutre? Là tu dis vague. Vague. Mais c'est le personnage principal, le héros sur qui tout repose. Oui, mais tu reconnaîtras quand même que sans le soutien actif sur le plan intellectuel et émotionnel de ses deux amis, Harry n'aurait réalisé aucun de ses exploits. Il est peut-être l'élu, mais c'est le trio dans son intégralité qui vainc le Seigneur des Ténèbres. Harry, lui, ne fait que subir et agir en conséquence. C'est vrai que même lorsqu'il est traversé de sentiments forts, tels que la colère, la frustration ou l'envie, la plupart du temps il s'agit d'émotions extérieures, provenant de Lord Voldemort, dont une part de son âme vit à l'intérieur de la cicatrice sur le front de Harry.
Harry ne se pose finalement pas tant de questions existentielles que ça. Il se contente de subir des épreuves et de combattre l'adversité. Ce sont donc Hermione et Ron qui soutiennent Harry. Oui, ce sont des personnages profondément humains, dans toute leur complexité et leur paradoxe. À travers l'affect pathétique de Ron et l'intelligence raisonnée de Hermione, ils illustrent le principe de dualité inhérente à la nature humaine, mais aussi le principe de complémentarité. Ainsi, de leur union naît le parfait cristal de sel, Harry Potter. Mais donc, si l'un venait à manquer, la quête aurait été impossible. Et cherchons ensemble. Dans le premier livre par exemple, Hermione, vexée par une remarque de Ron, quitte momentanément le trio naissant, engendrant ainsi un déséquilibre entre le duo Harry et Ron. Et que se passe-t-il ensuite? Après cet événement, Harry devient excessivement spontané et irréfléchi. C'est à ce moment qu'il se lance à la poursuite du troll qui s'est échappé du cachot le jour d'Halloween. Harry se jette littéralement sur le monstre et utilise sa baguette de manière inadéquate. Plutôt que d'utiliser sa baguette correctement en lançant un sortilège, il l'utilise comme un vulgaire bâton, en l'enfonçant dans le nez du troll. Oui, Harry perd ses moyens cognitifs. Il faut l'enseignement et la raison d'Hermione pour que Ron se rappelle quoi faire dans cette situation désespérée. Il parvient à se concentrer et à lancer le sortilège Wingardium Leviosa, et non Leviosa. Hurry up! Swish and flick! Wingardium Leviosa! Cet événement scelle leur amitié à jamais. A l'inverse, dans le 7e livre, c'est au tour de Ron de quitter le groupe dans un excès de colère, reprochant à Hermione et à Harry de ne pas se soucier suffisamment du sort de sa famille. À nouveau, l'absence de l'un des trois éléments du trio engendre un déséquilibre. Cette absence génère une dynamique figée au sein du duo Hermione et Harry. Le duo n'avance plus et leurs actions deviennent improductives. Celle-ci est due à une pression mercurielle trop intense. Hermione et Harry se perdent dans une introspective errance, sans plus aucun but pour les animer. Ces différentes ruptures au sein du trio symbolisent les différentes phases de séparation qui interviennent dans le processus alchimique. Il faudra attendre la fin du 7e opus, lors de la bataille de Poudlard, pour qu'enfin Hermione et Ron assument pleinement leurs sentiments réciproques. La coagulation du mercure et du soufre opère. Les deux principes alchimiques s'unissent. Ainsi, selon les traités d'alchimie, le soufre se marie avec le volatile mercure pour coaguler dans le parfait cristal de sel, produisant ainsi la matière spirituelle la plus active que possible, nommée la pierre des sages, la pierre philosophale. Bientôt, par sa mort initiatique, l'élu imparfait se transmutera en or véritable. Telle est la propriété de la pierre philosophale, transformer le plomb en or. Ainsi, par leur union, mais plus encore par leur séparation et leur rupture, leur désaccord, l'amitié d'Harry avec Ron et Hermione se transforme en or pur. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève notre vidéo consacrée au trio alchimique. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Mooney Et Phoenix dans... Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus. N'oublions pas le pop du jour. Oh, le deuxième jumeau Weasley. Pas très original, hein? Mentalement, c'est troisième. Ok. Ah oui, ça tourne. Quel coup. À mon avis, t'as dû en perdre plus d'un. Petit doigt là.